Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La première saison de la série Jurassic World de la théorie du chaos a débarqué le 24 mai sur Netflix. Dans cette vidéo, comme c'était le cas avec les vidéos sur la colo du Crétacé, je vais vous faire part de mon avis sur cette première saison, et il y aura aussi une analyse de celle-ci. La vidéo va débuter avec une partie sans spoiler, et ensuite j'enchaînerai sur une partie avec spoiler. Sur ce, débutons. Tout d'abord, je trouve le développement des campeurs très réussi dans cette série. On ressent bien leur traumatisme concernant leurs camarades morts. Ils se sont éloignés les uns des autres, et c'est surtout le cas de Darius, qui se sent particulièrement responsable de ce qui est arrivé. La variété des dinosaures dans la série est pour le moment satisfaisante, mais des interactions avec des animaux modernes, comme ce qu'avait fait le monde d'après, n'auraient pas été de refus. En parlant de dinosaures, on en apprend plus sur les Atrociraptors, qui sont d'ailleurs plus redoutables que dans le monde d'après, ce qui est une bonne chose. Si jamais il finit par apparaître dans la série, j'espère qu'elle redorera le blason du Giganotosaure, dont l'utilisation est pour moi catastrophique dans le 6e film. Je suis moins convaincu par la fin de la saison, mais globalement cette saison en elle-même est très satisfaisante. Contrairement au monde d'après qui nous a fait voyager dans plusieurs endroits du globe, ce qui est logique pour Jurassic World, la série dans sa saison 1 en tout cas, est à plus petite échelle. On reste sur le sol des États-Unis, ce qui est idéal pour s'intéresser au quotidien des gens vivant désormais avec les dinosaures. J'en parlerai plus en détail dans la partie avec spoiler, qui débute dès à présent. Commençons par une mise au point du côté de la chronologie. Il y a eu pas mal d'interrogations sur le sujet, étant donné que certains éléments de la série donnent l'impression que c'est l'inverse, mais sachez que la théorie du chaos se déroule bien avant le monde d'après. Scott Creamer, un des producteurs exécutifs de la série, l'a confirmé lors d'une interview avec le youtubeur anglophone Suov. En se basant sur les nombreux appels de Darius sur le téléphone de Brooklyn, dont le dernier remonte au 30 septembre, il semble que la série se déroule en octobre 2022. Ce qui est étonnant, c'est que le combat entre l'Allosaure et le Carnotaure à Malte devait avoir lieu le 30 juillet, donc le combat semble-t-il été reporté. Toujours en lien avec l'interview, le laboratoire sous-marin de Mantacorp, quelque chose se trouvant parmi les recherches de Ben, était, d'après Scott Creamer, une idée qui avait été envisagée pour la colo du Crétacé. On peut alors supposer que c'est ce qui aurait pu arriver à la place de l'île que nous avons découverte dans les saisons 4 et 5 de la série. En parlant de Mantacorp, il y a eu une enquête sur l'île de la Société, et Petite Bosse a pu être évacuée en douce. Elle vit depuis dans le ranch de Sammy, les autres animaux de l'île ont donc dû être conduits ailleurs, au sanctuaire de Biosyn à mon avis. On peut noter cela dit la présence d'un vélociraptor vert comme ceux de Mantacorp dans le port du DAP. On sait qu'il y en avait au moins 3 sur l'île. Et ce n'est pas le seul dinosaure qui semble venir de l'île de Mantacorp, puisqu'apparemment Grosse Mangeuse se trouvait là, bien que ce soit en réalité plus compliqué que ça visiblement. Et je vais être très salé en ce qui concerne ce tyrannosaure apparaissant vers la fin de la série. Kenji se demande si c'est Grosse Mangeuse, mais Darius ne la reconnaît pas. On revoit ce tyrannosaure plus tard, et comme on a pu le voir dans la dernière bande-annonce, il a les mêmes cicatrices que Grosse Mangeuse et la même couleur de peau. Donc soit Darius et Kenji ont eu du mal à la reconnaître parce qu'il faisait nuit, soit l'équipe de la série a eu la flemme de retravailler son modèle de tyrannosaure pour un nouveau T-Rex et a juste repris le modèle de Grosse Mangeuse. Si c'est bien ça, pardonnez-moi l'expression, ce serait un gros foutage de gueule. Pour leur nouveau T-Rex, si c'est bien le cas, ils auraient pu au moins retirer les cicatrices de Grosse Mangeuse, ça c'était le minimum. Cependant, comme je l'ai déjà dit, il est toujours possible que Darius et Kenji aient simplement eu du mal à la reconnaître parce qu'il faisait nuit. Mais ça reste quand même étrange que les campeurs n'aient pas réagi en la voyant 2 jours plus tard. Dans le même port, on peut aussi noter la présence de non pas un, mais de 2 Suchomimus. Celui de la bande-annonce a en fait une peau grise, mais un second apparaît brièvement. C'est d'ailleurs lui qu'on retrouve dans certains produits dérivés de la série. La figurine de Captives, il est un peu différent sur la carte, car du noir ne cerne pas ses taches en réalité, et une autre ayant été révélée récemment, et étant apparemment liée à la saison 2. Nous avons d'ailleurs des infos à ce sujet. D'après la description du pack, celui-ci est inspiré d'une scène de la série, dans laquelle les campeurs sont attaqués par un Suchomimus en Afrique de l'Ouest. Il semblerait que le bateau dans lequel sont montés les campeurs partent pour l'Afrique et que c'est là que la saison 2 prendra place. Peut-être que ça ne durera pas longtemps, peut-être que ce sera le cas pendant toute la saison. Nous verrons bien. En tout cas, la page du pack a été supprimée sur le site de Mattel, donc soit ils ont gaffé en mettant aussi vite ce pack sur leur site, soit leurs infos sont incorrectes. Cela dit, on a finalement eu plus tard 2 images de la saison 2, dont une avec un Suchomimus orange étant encerclé par des stégosaures, et un court extrait là-dessus est visible dans une vidéo Netflix que vous pouvez retrouver dans la description. Et du peu que j'en ai vu, j'ai bien l'impression que la scène a lieu en Afrique, n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, il est fait mention de Malte parmi les destinations où doivent être emmenés certains dinosaures. C'est là où se trouve le marché noir d'Embokleif que nous avons vu dans le monde d'après. D'autres lieux ont aussi été mentionnés, la Malaisie, les Pays-Bas et l'Arabie Saoudite. En tout cas, je pense que tout ça mènera plus tard les campeurs à Malte et ensuite à Biosyn. D'ailleurs, en parlant de Biosyn, des clins d'œil ont été faits à cette société. Avant que Darius et Ben ne prennent la décision d'aller dans la station-service, avez-vous fait attention à la musique? Vous a-t-elle semblé familière? Eh bien c'est normal, il s'agit de la chanson que nous entendons pendant la scène avec Dodson et Nedry dans Jurassic Park. On a aussi une allusion à un lobby de la mousse à raser, ce qui est semble-t-il un clin d'œil à Biosyn et sa fameuse mousse à raser utilisée pour fournir des embryons viables à la société. Parlons maintenant de l'antagoniste principal de la première saison, la dresseuse des Atrociraptors.
D'après Scott Creamer, l'idée de base pour la dresseuse des Atrociraptors était un personnage se sentant plus à l'aise avec les dinosaures qu'avec les humains. L'équipe de la série voulait un personnage terrifiant, et Aaron Hammersley, un autre producteur exécutif de la série, a alors commencé à dessiner certaines idées pour ce personnage. Il s'est beaucoup inspiré du vilain de No Country for Old Men, Anton Chigurh, et lui a mis beaucoup de taches de rousseur pour lui donner un côté reptilien. Pour l'instant, elle n'a pas de nom. De mon côté, je trouve que ce personnage est une bonne idée, elle ne parle pas la plupart du temps, et quand c'est le cas, on ne l'entend pas. Son visage n'est pas très expressif, mais son attitude, surtout avec les raptors, en dit beaucoup. Concernant les Atrociraptors, l'équipe de la série comptait partir sur d'autres dinosaures, des Deinonychus ou des Troodons, mais Colin Trevorrow aimait l'idée de ramener les Atrociraptors dans la série, un retour permettant de développer ces personnages. Et comme nous avons pu le voir, un appôt était utilisé avant le laser que nous avons vu dans le monde d'après. On ignore cependant où est Red pour l'instant. Le camion des Atrociraptors avait 4 emplacements, donc c'est possible qu'il n'ait simplement jamais été appelé. Ça reste quand même étrange, car je pense qu'on l'aurait vu à un moment ou à un autre, sa présence aurait été bien utile pour traquer les campeurs. Cela dit, Red devrait apparaître dans la suite de la série. En effet, comme nous pouvons le voir sur cette image de Paleo Collector sur Twitter, nous montrant un stand dédié à la théorie du chaos, Red est bel et bien présent aux côtés de Ghost. Dans cette série, nous avons découvert que les Atrociraptors sont capables de se camoufler comme le faisait l'Indominus Rex. Dans Jurassic World, Vic Hoskins était très intéressé par cet hybride et voulait le même miniaturiser. L'utilisation de Vélociraptors sur le terrain l'intéressait aussi, d'où le projet Hybris avec Owen Grady. Dans le cas des Atrociraptors, nous avons donc un mélange entre l'hybride et le projet Hybris. Il est aussi à noter que dans le roman Jurassic Park, un jeune Vélociraptor mâle ayant été baptisé Clarence par Lex Murphy était capable de changer de couleur comme un caméléon. De mon côté, ça ne me dérange pas que nous n'ayons pas vu les Atrociraptors faire ça dans le monde d'après, car il n'y avait aucune raison pour qu'ils se camouflent, étant donné qu'ils ne prenaient pas leur proie par surprise dans le film. Ils se contentaient de les poursuivre et leurs victimes étaient déjà au courant de leur présence, ce qui n'est pas le cas dans la série, avec notamment la fameuse scène de la mort de Daniel Cohn. En effet, Daniel Cohn était bel et bien de retour dans la série, et le personnage était toujours aussi manipulateur qu'auparavant, mais son fils lui a bien prouvé qu'il ne se laisserait plus embobiner par lui. Néanmoins, Daniel nous a montré qu'il aimait vraiment son fils, au point de lui sauver la vie, un sauvetage qui lui coûtera la sienne. Sa mort n'est pas sans rappeler celle d'Udesky avec les Vélociraptors dans Jurassic Park 3. Bien qu'Udesky fut utilisé comme leurre et achevé plus tard par les Raptors, il faut savoir qu'il existe une scène coupée dans laquelle Udesky affronte les Raptors avec un bâton avant d'être finalement mis à terre par les dinosaures. En tout cas, comme je l'ai dit par le passé, c'est un personnage que j'ai grandement apprécié. Pour moi, c'est de loin le meilleur antagoniste de la franchise, et il colle parfaitement à la description qui nous a été faite de Dodson dans le roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Quelqu'un de charismatique et visionnaire, mais aussi cruel et impitoyable. À défaut d'avoir un Dodson correspondant à cette description, ce qui m'avait beaucoup déçu dans le monde d'après où nous avons eu une sorte de Tim Cook, le patron d'Apple version Jurassic, nous avons au moins eu Daniel Cohn qui a finalement été le Dodson que nous espérions avoir dans ce film. L'équipe de la Colo du Crétacé et de la théorie du chaos a vraiment fait un excellent travail concernant ce personnage, et je pense qu'il faut le souligner. Au passage, d'autres personnages de la Colo du Crétacé ont failli revenir dans cette première saison de la théorie du chaos. Le retour de Dave et Roxy et celui du docteur May Turner ont été envisagés. Comme je l'ai dit plus tôt, Petite Boss est elle aussi de retour, ça on le savait. Mais nous découvrons dans la série qu'elle était enceinte. On verra bien si le bébé sera comme sa mère ou si quelques détails différeront. À part cela, je trouve l'idée d'une zone sans dinosaures plutôt bien pensée, ça me rappelle The Walking Dead avec ses villes sans rôdeurs. Et comme dans cette série, ça peut capoter à tout moment avec ce genre de lieu. C'est ce que nous avons vu avec les Beagle-Spinax, un beau massacre. Je trouve aussi que c'est une bonne idée de montrer que tout n'est pas blanc comme neige au département des animaux préhistoriques. On a d'ailleurs un nouveau personnage lié à ses activités, il s'appelle Matteo et c'est un ancien agent du DAP qui peine à gagner sa vie et qui un jour a reçu une offre très alléchante. Il savait que c'était douteux, mais tant que ça ne causait aucun problème, il n'y avait pas de souci avec ça. Malheureusement, tout s'est effondré le jour où il a dû emmener un allosaure dans un certain lieu et que ce dinosaure a été utilisé pour s'en prendre à Brooklyn et surtout pour lui faire peur. Ça l'a traumatisé, en même temps il y a de quoi, mais il a quand même démissionné et a ensuite bien aidé les campeurs. Il leur a aussi rendu le portable de Brooklyn. C'est un personnage que je ne m'attendais pas à apprécier en voyant la dernière bande-annonce. Il mérite tout notre respect, car ce qu'il a vécu n'a pas été facile, et pourtant il a quand même sauvé la vie des campeurs à plusieurs reprises. En revanche, c'est quand même bizarre que Matteo soit toujours au bon endroit au bon moment. Comment a-t-il su pour Darius et Kenji qui étaient partis voir Daniel Cohn, et comment savait-il aussi que les campeurs étaient au port du DAP? Je commence à me demander s'il ne mentirait pas quand il parle de sa fille. Certes, il y a une fille, c'est évident, au vu du dessin que nous avons vu dans son camion dans le flashback. Mais je ne pense pas qu'il parle vraiment d'elle ensuite. Il affirme être une quiche quand il s'agit de stalker les gens sur le net et que sa fille, Hiraya, l'a bien aidé pour retrouver Darius et Kenji. Sa fille serait donc au moins une adolescente. Ce qui m'étonne cela dit, c'est que le dessin a été fait par un enfant en bas âge et je trouve ça bizarre qu'un père mette cela dans son véhicule si sa fille est déjà une adolescente.
Une photo avec le père et sa fille, ou seulement sa fille, me semblerait plus appropriée. Est-ce qu'en fait ce ne serait pas Brooklyn qui le guiderait, qui lui dirait à chaque fois où aller? Et d'ailleurs, vous le savez, je m'y attendais, Brooklyn a bel et bien survécu, mais elle a perdu une de ses mains. Notez au passage que Scott Creamer a affirmé que l'équipe de la série avait envisagé de la faire revenir plus tôt dans la saison, et c'est après qu'ils se sont dit qu'ils allaient lui retirer une partie de son bras. Désormais, c'est Kirsten Kelly qui s'occupe de sa voix et qui prend donc la relève de Jenna Ortega. Personnellement, ça me préoccupe que Brooklyn mène son enquête dans son coin sans avoir prévenu ses amis, mais en étant en contact avec l'ancienne chef de Darius. Je pense que cette nuit-là, cette femme lui a sauvé la vie et que Brooklyn lui a demandé de ne rien dire à ses amis. Mais elles resteraient malgré tout en contact toutes les deux et la chef de Darius livrerait de temps à autre des informations à Brooklyn pour l'aider à avancer dans son enquête. Ce qui me dérange, c'est que ceux qui s'en sont pris à Brooklyn devraient être au courant qu'elle est toujours en vie et la rechercher activement, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ce que dit Jensen dans le dernier épisode donne l'impression qu'il pense vraiment avoir réussi à tuer Brooklyn avec les Atrociraptors. Et oui, nous avons appris dans le dernier épisode que ce sont en fait les Atrociraptors qui s'en sont pris à elle et qui ont réussi à la blesser. Et ça a été confirmé ensuite par Scott Creamer dans une interview. Pourtant, on a bien vu la Loser la pourchasser et je ne vois pas à quel moment les Raptors auraient pu agir. J'aurais préféré qu'on reste uniquement sur la Loser et je ne vois pas comment Brooklyn aurait pu échapper à 3 Atrociraptors dont un aurait réussi à lui arracher un morceau. J'attends qu'on en sache plus avant de juger, mais j'aurais préféré qu'elle soit toujours en vie et retenue captive par Suliana Santos ou directement par Biosyn, ça aurait été plus logique à mon avis. Il y aura probablement une explication, avec sans doute tout ce qui est vraiment arrivé à Brooklyn cette nuit-là dans un flashback, mais pour l'instant ça me titille un peu. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette première saison de la série. Globalement, comme je l'ai dit plus tôt, à quelques détails près, je suis très satisfait. De votre côté, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette nouvelle série, ainsi que vos théories et vos attentes sur la suite. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. En tout cas, la deuxième saison est prévue pour cet automne, et vous pouvez compter sur moi pour être prévenu si nous avons de nouvelles informations la concernant. Il y aura des analyses des futures bandes annonces, et bien entendu, une vidéo avis et analyse par saison, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ces créatures ont besoin de notre absence pour survivre et non de notre aide.